Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu es ambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Mesdames et messieurs, le coordonnateur national de France spécialisé, la dynamique des femmes pour le changement, ainsi que la jeunesse d'ensemble pour la République, monsieur le coordonnateur formation, chers partenaires et alliés politiques, distingués invités, à vos titres et qualités, bonjour. Ensemble pour la République et dans la joie de vous recevoir tous ce matin dans ce cadre de Sainte-Anne, à l'occasion de la présentation du programme d'Ensemble pour la République qui est porté par le président national candidat à la présidence de la République. Le programme qui nous sera présenté s'intitule Alternative 2024 pour un Congo uni, démocratique, prospère, juste et solidaire. Nous disons dans la vision d'Ensemble pour la République, un Congo nouveau est possible. Le programme d'aujourd'hui s'appuie dans l'engagement à travers 4 piliers qui ressortent les grands travaux et les soucis du cadre d'Ensemble pour la République. Je nous prie de remercier et d'acclamer à cette équipe qui a travaillé pour la mise en œuvre de ce programme. Alors, c'est un programme qui est très riche. Je ne saurais vous dévoiler les contenus de ce programme, vu que le maître de la cérémonie est là. Le maître qui va nous parler de ce programme. Moïse Katumbi étant un président qui est partisan de la démocratie, n'étant pas là, vous présente ses excuses. Mais ce programme vous sera présenté par la personne de l'honorable Christian Moineau, qui ici vous fera, veuillez acclamer s'il vous plaît, notre présentateur. Il vous sera présenté les grandes lignes du programme. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'après cette journée d'aujourd'hui, nous allons organiser des plateaux sectoriels au cours desquels nous allons échanger avec la presse, avec tout le monde. Nous allons tenir compte de tous les aspects pour pouvoir parler du changement dont nous parlons, dont nous avons proposé dans notre programme. Ce programme, il est bancable. Ce programme, il est réaliste. Ce programme a tenu compte du bien-être et de l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Nous n'avons pas mis de côté les objectifs du développement durable. Nous y avons pensé, nous y avons songé. Merci. Honorable. Bonjour à tous. Je pense que j'ai lu la déception de beaucoup d'entre vous en voyant que le président Moïse Katumbi n'a pas pu venir lui-même. Moi-même, j'ai été dépêché, un peu en catastrophe, parce que le président Moïse est empêché pour des raisons d'État et qui concernent aussi l'avenir et l'intérêt de notre parti politique. Étant entendu que c'est le parti qui a élaboré le programme et que le président Moïse en est le porteur,
il a trouvé bon qu'un membre du parti le présente. Le secrétaire général étant empêché, parce que vous savez qu'il y a les concertations, il m'a donc désigné pour que je puisse présenter ce programme à sa place. Donc je demanderai pour cela votre indulgence. Pour le reste, mesdames et messieurs, chers journalistes, chers camarades membres d'ensemble et des partis amis, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, j'ai l'honneur de vous présenter, au nom de notre leader et candidat président de la République, Katumbi Chapwe, candidat numéro 3, et de notre parti politique, Ensemble pour la République, le programme 2024-2028 que notre parti, à travers son candidat président de la République, propose à la nation pour le prochain quinquennat. Ce programme qui s'intitule Alternative 2024 pour un Congo uni, démocratique, prospère et solidaire vous sera présenté selon un plan en 4 points. Premier point, aspiration et vision. Deuxième point, orientation stratégique et action à mener sur 4 piliers. Les 4 piliers qui sont la transformation institutionnelle, la transformation structurelle de l'économie, transformation sociale, transformation durable. Ces orientations stratégiques et actions à mener s'articuleront autour des objectifs, autour de l'objectif principal qui sera décliné en objectifs spécifiques par secteur et nous épinglerons quelques actions principales à mener pour atteindre ces objectifs, indiquant par des cibles et chiffres concrets dans certains domaines. En troisième lieu, nous parlerons du cadrage macroéconomique et financement du programme. Et enfin, il y aura la conclusion. Ici, je demanderai votre indulgence parce qu'il s'agit pour notre parti et pour nous d'un moment important. Comme vous aurez à le constater, ce programme se décline en 4 piliers, en 36 objectifs spécifiques, 291 actions, et ce programme est un programme qui a un coût de 141 milliards. Donc, il est important de savoir que les éléments que nous allons dégager ici concernent uniquement les quelques points saillants parce qu'il n'était pas possible de dégager l'ensemble des points et des actions à mener par ce programme. Donc, en ce qui concerne les aspirations et la vision, le candidat Moïse Katumbi Chapwe ambitionne d'assurer une république démocratique du Congo stable, sûre et prospère pour tous. La vision se décline dans les objectifs quantitatifs suivants. Si vous pouvez mettre les objectifs quantitatifs. Voilà. Donc, nous avons le tableau qui décline les objectifs quantitatifs. Ce sont les objectifs sur lesquels, en fin de parcours, nous devons être jugés. Nous pensons atteindre à l'horizon 2028 un taux de croissance du PIB de 14%, en partant d'un taux de croissance pour l'année prochaine, déjà 2024, de 10,5%, ce qui ferait un taux moyen de croissance d'environ 12% sur le quinquennat. Le taux d'inflation durant la période doit être maintenu, ça c'est un indicateur, à 6%. On sait qu'aujourd'hui, ce taux est autour de 28%. Donc, il faudra des actions énergiques pour le ramener dès l'année prochaine à 6%. Et c'est un indicateur que lorsque nous dépasserons, nous saurons que nous sommes en dehors des objectifs que nous devons atteindre. Le taux de mortalité infantile, infanto-juvénile, il doit être maintenu, aujourd'hui il est au-dessus de 60%, il doit être maintenu en dessous de 60 enfants pour 1000 naissances. Ici, je pense que pour le reste, vous comprendrez bien que nous allons en parler dans l'air de piliers, que nous avons un problème aujourd'hui dans notre pays de statistiques qui ne nous permet pas de fixer exactement
où nous en sommes. Mais nous projetons que nous devons, en fin de période, après avoir instauré un système statistique fiable, tomber en dessous de 60%. Le taux de mortalité maternelle, nous sommes aujourd'hui au-dessus de 500 mortalités maternelles pour 10 000 naissances de mamans, et nous devons tomber en dessous de 350 mamans qui meurent en accouchant. Le taux de plus de scolarisation, tient compte de toutes les personnes qui sont scolarisées et que parfois ils ne devraient pas être en état d'être scolarisés au niveau primaire. Donc ce taux est toujours au-dessus de 100%. Donc nous espérons récupérer, donc nous allons passer de 125 à 135%. Nous espérons récupérer donc beaucoup de personnes qui ne sont pas encore scolarisées pour augmenter le taux de scolarisation. Le taux de décès en nombre d'âge doit passer de 50 et inférieur à 50. Nous espérons passer à 50 à partir de l'année 2024 et passer à 65% en fin de période. Le taux de décès en assainissement, le niveau de l'assainissement, nous sommes en dessous de 17,5 aujourd'hui. Nous espérons passer au-dessus de 50% en fin de période. Le taux de décès en électricité, qui est inférieur à 25% aujourd'hui, nous espérons passer à plus de 40% de taux de décès en fin de période. Le taux de chômage est un élément non maîtrisé à ce jour parce qu'il n'y a aucune statistique qui indique quel est le niveau de taux de chômage. Nous supposons qu'il est supérieur à 80% et qu'il devrait passer en dessous de 70% en fin période. L'incidence de la pauvreté, le taux de pauvreté, qui est au-dessus de 70%, devrait pouvoir passer en dessous de 35% en fin période. Voilà plus ou moins décrit de notre pays avec problème. Alors, en ce qui concerne l'articulation de cette vision s'articule autour de 4 piliers. Le premier pilier concerne les transformations institutionnelles. Le contenu de ce pilier, son objectif principal, c'est la consolidation de l'État, de la démocratie, de la paix et la lutte contre la corruption. Les principaux défis auxquels nous devons faire face dans ce pilier sont le fait que l'environnement politique, sécuritaire et institutionnel de la RDC se caractérise par une gouvernance chaotique, inexpérimentée et prédatrice. Une situation politique réfractaire à la démocratie, aux institutions fortes et au développement. Une situation sécuritaire fragile et instable, particulièrement à l'est du pays, et qui traduit l'impuissance des FARDC et le faible contrôle du gouvernement sur le territoire national. Une administration publique en rénovation, mais avec un personnel vieillissant, incontrôlé et un système de rémunération inéquitable et opaque. Un État faiblement institutionnalisé mais fortement personnalisé autour du pouvoir politique. Un système judiciaire instrumentalisé, corrompu, dysfonctionnel et inefficace. Un processus de décentralisation inachevé et chaotique. Une insuffisance de l'appareil statistique dans l'accompagnement du processus de développement et une société gangrénée par une corruption omniprésente et multiforme. L'objectif principal sera donc de rebâtir progressivement un État congolais fort, fiable et stable et restaurer son autorité ainsi que sa crédibilité à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Sous ce pilier, nous avons 11 objectifs spécifiques. Il est clair que chaque objectif spécifique est accompagné
d'un certain nombre d'actions. Je vous avais dit qu'il y avait 291 actions, donc je ne vais pas énumérer toutes les actions pour ça, chaque objectif spécifique, mais je vais en relever quelques-uns. L'essentiel, c'est que vous compreniez que le plus gros et l'essentiel des secteurs de la vie communautaire de notre pays a été touché. L'objectif spécifique numéro 1 concerne le FAPC. Parce que comme vous le savez, la priorité absolue pour Ensemble pour la République et pour le président Moïse Katumbi, c'est rétablir l'intégrité du territoire. Donc, pour cela, nous devons mettre en place une armée républicaine composée d'unités disciplinées, plus rationalisées, plus mobiles, plus professionnelles, mieux équipées et respectueuses des droits de l'homme. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. 1. La restructuration de l'organisation des forces armées de la RDC pour simplifier la chaîne de commande. L'augmentation de la puissance de feu et de dissuasion des FARDC avec un recrutement massif des jeunes et l'acquisition d'équipements modernes. L'augmentation de la solde et des allocations familiales des militaires. Je pense que vous avez suivi le président d'Ensemble, notre candidat Moïse Katumbi, qui a dit que l'un des principaux problèmes que notre armée connaît, c'est la motivation. Cette armée qui est mal payée ne peut pas être suffisamment motivée pour gagner une guerre. Donc, dans le budget que nous comptons mettre en place, l'armée, l'augmentation des salaires, de la solde des militaires et des frais de ménage doit être sérieusement considérée. L'introduction de la citation directe dans les juridictions militaires pour bannir l'impunité des officiers recrutés intouchables. La construction progressive des casernes en dehors des villes. La nomination des commandants des unités à tous les échelons sur base de la compétence, la bravoure et la moralité, et non sur base du favoritisme et du népotisme. L'interdiction d'affectation des commandants d'unités dans leur province d'origine. Vous savez très bien qu'à l'Est, beaucoup de commandants locaux sont devenus pratiquement des chefs coutumiers et refusent d'être mutés dans d'autres provinces. Donc, avec l'avènement de Moïse Katumbi, il ne sera plus question que les commandants soient des chefs coutumiers et qu'ils soient originaires de leur province. Lié à cet objectif central de restauration de la paix et de la sécurité, nous allons prioriser les conflits devenus endémiques de l'Est du pays avec pour principal objectif d'anéantir toutes les forces négatives en vue de rétablir la paix dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. À cet effet, nous allons allouer dans les 5 prochaines années 11,3 milliards de dollars au secteur de la défense, dont 7,1 milliards en dépenses courantes et 4,2 milliards en dépenses d'investissement. Les dépenses courantes représentent une moyenne annuelle de 1,4 milliard de dollars et constituent une augmentation de 56% par rapport à l'actuel budget qui est de 899 millions de dollars. Nous allons assigner les dépenses courantes à la formation de 10 brigades de forces de réaction rapide qui seront déployées dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et en Ituri, ainsi que l'augmentation de la solde des militaires et des fonds de ménage. En termes d'investissement, nous allons construire 3 bases militaires dans les provinces sud-visées pour abriter ces brigades qui seront chargées non seulement de protéger les populations, mais aussi de redynamiser les économies locales à travers leur participation dans les agropoles. L'objectif numéro 2 concerne la police. Il s'agira de mettre en place une police nationale républicaine, disciplinée, capable de maintenir l'ordre public dans le respect des droits de l'homme. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. Le renforcement des capacités de la police nationale congolaise par un recyclage régulier des policiers. La dotation de la PNC d'équipements modernes et agricoles. Le renforcement des effectifs de la police par un recrutement des jeunes dans toutes les provinces du pays. L'augmentation de la rémunération des policiers et l'interdiction de l'affectation des commandants d'unités dans leur province d'origine. À cet effet,
nous allons consacrer au cours de notre mandat une somme de 2,5 milliards à ce secteur, dont 1,75 milliard en dépenses courantes et 750 millions en dépenses d'investissement. Ces dépenses courantes représentent une moyenne annuelle de 350 millions de dollars, soit un accroissement de 19% par rapport au montant assigné actuellement à ce secteur. Ce montant sera affecté à l'augmentation de la rémunération des policiers, des fonds de ménage ainsi que des effectifs de la police nationale congolaise qui passeront de 140 000 à 160 000 personnels policiers. En termes d'investissement, nous allons construire des postes de police dans toute la République pour un montant total de 150 millions de dollars. Ces nouveaux postes de police, dotés mensuellement des frais de fonctionnement, amélioreront les conditions de travail des policiers et leur permettront de lutter efficacement contre la recrudescence de la criminalité. Objectif spécifique 3 pour l'année: protéger le pays contre les menaces de déstabilisation intérieure et extérieure. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. La remise de l'Agence nationale de renseignement ANER sous la tutelle du gouvernement. Comme vous le savez aujourd'hui, l'ANER dépend de la présidence de la République, ce qui fait que l'administrateur général de l'ANER ne peut jamais être interpellé, même par le Parlement ou même par la Commission de défense et sécurité, parce que dépendant de la présidence de la République, ce qui n'est pas normal. La cessation des poursuites politiques et la restriction des actions de l'ANER uniquement aux infractions contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. On doit sortir des phénomènes où aujourd'hui l'ANER est occupée à arrêter les gens pour des questions de dette ou des querelles de ménage. Donc ils doivent s'occuper uniquement des questions qui touchent à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. La professionnalisation et le renforcement des capacités des agents des services d'intelligence. Aujourd'hui, on sait que dès qu'on a un cousin, il y a un administrateur général, il devient agent de l'ANER, il n'est même pas au courant lui-même de ce qu'il doit faire. Il faut des services secrets professionnels qui doivent être véritablement des services secrets. Objectif spécifique 4. Pour les mandataires publics, renforcer la légitimité et la redevabilité des mandataires publics dans le strict respect de sa Constitution, de la Constitution et de ses lois, et dans l'unique intérêt des populations. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. Le bannissement de l'ingérence de la présidence dans les affaires parlementaires et judiciaires. Aujourd'hui, les parlementaires qui sont là savent que de temps en temps, même le président de l'Assemblée nationale nous dit « le président a dit ». Il y a un mot d'ordre venant de la présidence. Ça doit être banni dans la gestion de l'État. L'interdiction aux membres des bureaux des assemblées délibérantes de cumuler les fonctions publiques avec celles des partis politiques. Aujourd'hui, vous avez vu que nous avons des présidents de l'Assemblée, présidents du Sénat, qui sont membres de bureaux d'un groupe politique déterminé, ce qui n'est pas normal. Ils doivent redevenir l'église au milieu du village. Le renforcement des procédures de contrôle parlementaire des gestionnaires publics, en ce compris ceux des services spécialisés de la police nationale et de l'armée. Aujourd'hui, il est clair que, je l'ai dit pour l'ANER, c'est difficile de convoquer les uns et les autres, surtout pour le contrôle parlementaire, parce qu'ils se cachent sous certaines couvertures. La responsabilisation des secrétaires généraux dans la coordination et le contrôle des affaires des ministères. La répression systématique des mandataires poursuivis pour détournement des deniers publics ou corruption. Objectif 5 pour la CENI. Renforcer l'indépendance de la Commission nationale indépendante CENI à l'égard du chef de l'État dans la désignation du président de son bureau dans le but d'améliorer le système électoral et restaurer la crédibilité du processus électoral.
Pour réaliser l'indépendance de la CENI, les actions ci-après seront entreprises. La désignation du président de la CENI parmi les personnalités issues de la société civile par consensus des 3 composants. La décentralisation de la CENI. La désignation exclusivement de personnalités indépendantes, non affiliées et n'ayant jamais appartenu aux organisations politiques pour les composants comme membres du bureau de la CENI. Pour renforcer la légitimité des élus, les actions ci-après seront entreprises. La restauration du scrutin majoritaire à 2 tours pour l'élection présidentielle et son insertion dans les blocs des dispositions verrouillées par l'article 220 de la Constitution. Il faut rappeler ici que lorsque nous faisions ensemble l'opposition avec l'actuel chef de l'État, il était convenu que cette disposition devait être remise dans la Constitution, mais malheureusement, avec le goût du pouvoir, on a trouvé qu'il était bon de laisser le système tel qu'il est. Mais nous devons le mettre dans les systèmes verrouillés, parce qu'il n'est pas normal qu'un grand pays comme le Congo, quelqu'un qui est minoritaire, aujourd'hui, notre pays, un président peut être élu avec 12% de voix. L'essentiel, c'est qu'il soit le premier dans la liste des candidats, ce qui n'est pas normal. Il faut revenir à une situation telle que le président est élu par la majorité absolue. L'introduction du double degré de juridiction pour le contentieux des élections législatives et sénatoriales devant la Cour constitutionnelle. Ça, je crois que les blessés de guerre qui sont ici savent pourquoi on demande la double juridiction. L'allocation annuelle des crédits budgétaires à l'organisation des élections, suivie de la régularité de l'ordre démocrate par le gouvernement et le contrôle rigoureux de leur utilisation par l'Assemblée nationale à travers la Cour des comptes. Objectif 6. Pour la diplomatie. Mettre en place une politique étrangère volontariste, affirmatrice de la souveraineté de la RDC et principalement orientée vers le renforcement des liens économiques, le développement des échanges commerciaux et les partenariats mutuellement avantageux. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. Le règlement du contentieux né du non-paiement des créances vis-à-vis des États, des institutions internationales, des tiers étrangers et des diplomates et leurs familles dû au non-rapatriement des diplomates. Je pense que dans le gouvernement de Moïse Katumbi, il sera important de rétablir la dignité de notre pays. Vous savez comment nos diplomates sont humiliés parce qu'ils sont abandonnés après avoir été chassés ou mutés sans frais de rapatriement et ils deviennent des mendiants à l'étranger. Et ça déshonore notre pays. Les dettes cumulées au niveau des institutions internationales ne permettent même pas qu'on puisse proposer des Congolais à des postes que normalement nos compatriotes auraient dû occuper. La rationalisation, la professionnalisation de la carrière diplomatique, recrutement, promotion et rotation. Les diplomates doivent être des diplomates de carrière et non pas remplir la diplomatie des cousins et des enfants. La rationalisation des représentations diplomatiques par le plan stratégique de focalisation, la redynamisation et le positionnement de la RDC sur les questions stratégiques, notamment la gestion durable de la biodiversité, la transition énergétique juste et équitable. Objectif 7, pour la justice. Doter la RDC d'un système judiciaire indépendant, impartial et accessible. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. L'augmentation de la rémunération des magistrats. Il est clair que la misère dans laquelle vivent certains magistrats est à la base de la corruption et de la corruption. L'octroi d'une prime d'éloignement aux magistrats affectés dans les territoires éloignés des grands centres urbains. L'attribution à l'inspectorat général des services judiciaires des prérogatives d'instruction en matière disciplinaire pour le compte du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, vous savez mieux que moi que les magistrats sont des petits rois
il n'y a aucun magistrat pratiquement qui est poursuivi lors même quand il commet des graves infractions, notamment en matière de jugement. La construction des prisons modernes, l'augmentation des effectifs de magistrats, la rationalisation de leurs affectations et le renforcement de leurs capacités. La création d'une école nationale pour la formation et le recyclage des magistrats et l'implication du barreau dans la gestion du pouvoir judiciaire. Nous allons profondément réhabiliter le pouvoir judiciaire afin d'affirmer son indépendance et son impartialité et lui permettre par conséquent de jouer pleinement son rôle de gardien de la paix sociale et de rempart contre l'arbitraire. C'est pourquoi un budget de 1,4 milliard en dépenses courantes et 400 millions en capital pour non seulement augmenter substantiellement la rémunération des magistrats et les frais de fonctionnement des juridictions, mais aussi et surtout pour construire des palais de justice décents à travers la République. Objectif, oui, pour la lutte contre la corruption. L'objectif est de lutter efficacement avec le concours significatif de la société civile contre la corruption sous toutes ses formes. Nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui la corruption gangrène notre société et à la base du coulage des recettes. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. La création d'une commission d'éthique et de transparence chargée du contrôle et du suivi des patrimoines des agents et mandataires de l'État, y compris les magistrats et les agents des services spécialisés, dont l'armée et la police. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas une commission d'éthique. Ceux qui sont visés, c'est essentiellement les politiques, probablement avec raison. Mais dans les autres services, la DGI, l'OFIDA, même les services de sécurité, quelle est la personne ou l'institution qui est en train de suivre l'évolution de leur patrimoine? Des gens deviennent millionnaires dans ces services du jour au lendemain parce qu'ils ne déclarent rien à l'entrée, rien à la sortie. Donc il est important que leur patrimoine soit suivi. L'organisation dans les 100 jours, donc 100 jours après la prise du pouvoir, des audits externes dans les services percepteurs des recettes de l'État, ainsi que les services de l'État, y compris les services spécialisés. La récupération par toutes les voies légales des biens et des liens publics spoliés ou détournés. La dotation de la Cour des comptes et l'inspection générale des finances des moyens d'action suffisants à l'apport du soutien politique pour l'accomplissement de leur mission respective. Le renforcement des capacités de l'Observatoire congolais d'éthique professionnelle. Objectif numéro 9, pour la fonction publique. Moderniser la fonction publique, maîtriser les effectifs de la fonction publique, améliorer la gestion du personnel, accélérer la réforme du système de prix pour la soie sur la performance, réformer les structures et services de la fonction publique. On ne va pas s'étendre parce que c'est une matière très vaste et on risque d'y passer la nuit. Donc, on vous donne les axes principaux sur lesquels nous allons agir. Objectif 10, participation citoyenne et décentralisation. Permettre aux populations congolaises de participer réellement et activement à la vie publique, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines qui les concernent directement et pour promouvoir la démocratie à la base. Renforcer les capacités du personnel politique et administratif des entités territoriales décentralisées. Doter les ETD des ressources substantielles pour leur fonctionnement et leur développement. Objectif 11 et enfin pour souligner, amélioration et revitalisation du système statistique national pour la collecte, le traitement, la diffusion et l'utilisation des données de qualité en appui à la formulation, la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation des programmes et projets de développement du pays. Cet aspect qui est généralement un aspect négligé, moi en tant qu'ancien ministre du plan, j'y tiens particulièrement. Aujourd'hui, notre pays, nous ne savons même pas depuis 40 ans exactement combien nous sommes à travers la République.
On ne connaît pas. Il n'y a pas eu de recensement. Nous évoluons depuis 40 ans par estimation. Nous ne savons pas quelle est notre production, notamment dans le secteur agricole. Nous ne savons pas quel est le taux de mortalité. Nous ne savons pas quel est le taux de naissance. Donc nous évoluons d'estimation en estimation et il est impossible de faire une vraie politique de développement sans les statistiques. Donc c'est pour ça que dans le programme, les statistiques révèlent une importance. Le pilier numéro 2 concerne la transformation structurelle de l'économie. L'objectif principal, c'est d'assurer une croissance économique robuste, inclusive et résiliente en s'appuyant sur les activités à forte croissance tenant compte des aspects de durabilité. 9 objectifs spécifiques seront poursuivis pour atteindre l'objectif principal de ce pilier. Objectif spécifique numéro 1, dans le secteur agricole. Améliorer la production, la productivité et la compétitivité des produits agro-pastoraux afin d'assurer la sécurité alimentaire, augmenter le revenu des producteurs et du gouvernement et améliorer la balance commerciale agricole en réduisant les importations et en augmentant les exportations. Pour atteindre ces objectifs, les actions ci-après seront entreprises. La création des zones agricoles protégées, le développement de la filière semences et le projet d'appui aux engrais, la mécanisation agricole, la mise en place d'une unité de transport de producteurs, la construction et la réhabilitation des routes de desserte agricole, l'appui aux femmes dans le développement agricole et la diffusion des meilleures pratiques agroécologiques, l'appui à la création de micro-fermes pour les jeunes agro-entrepreneurs, l'acquisition et la diffusion de matériel végétal, boutures sel de manioc, pousses de bananier, plantes de cacao, etc. et d'équipements agricoles. Le développement d'une agriculture contractuelle associant les entreprises commerciales à l'agriculture paysanne avec une application progressive d'investissement privé dans une approche chaîne de valeur. Pour ce faire, au cours de la période ouverte par le programme, nous allons consacrer 7,1 milliards au secteur de l'agriculture, soit 5% du coût global du programme, et du développement rural, USD 4,95 milliards en dépenses courantes et USD 2,1 milliards en investissement. Ces dépenses courantes représentant une moyenne annuelle de 990 millions de dollars seront l'équivalent de 17 fois le montant consacré actuellement à l'agriculture, soit 57 millions de dollars pour le monde. En termes d'investissement, nous allons développer et rendre opérationnels 52 agropoles à raison de 2 par province pour un total de 858 millions de dollars. Ces pôles modernes de développement agro-industriel faciliteront la mise en réseau de l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur agricole avec un accent particulier sur les petits producteurs dans les filières spécifiques à chaque territoire. Afin de rendre effectifs ces pôles et d'assurer leur approvisionnement en intrants, un fonds de 1,3 milliard sur 5 ans sera dédié au financement des petits producteurs individuels, petites et moyennes entreprises avec un accent particulier sur celles détenues par les jeunes et les femmes en conformité avec nos engagements sur le pilier 3. Ce fonds sera géré par une banque d'investissement agro-industriel qui sera créée à cet effet. En outre, 145 institutions, une institution par territoire d'enseignement et de formation technique et professionnelle de qualité seront construites et opérées en symbiose avec ces pôles dans les filières agricoles spécifiques à chaque territoire. Objectif spécifique 2 pour l'industrie. Créer un tissu industriel compétitif et dynamique afin de permettre au pays de mieux se positionner sur la chaîne de valeur qui est une source majeure de richesse et de création d'emplois décents. Pour atteindre cet objectif, un plan de prospérité et d'émergence de RDC sera développé. Objectif 9 pour le secteur minier. L'objectif spécifique de ce pilier
et l'augmentation de la contribution au PIB des biens et services liés à l'exploitation minière. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après doivent être réalisées. Création d'une filière industrielle à la pointe de l'innovation et du développement en fournissant, après des études de prospection dans toutes les provinces, une carte géologique nationale contenant des informations géologiques, géophysiques et géochimiques de base. Élaboration d'une stratégie de diversification minérale et des hydrocarbures dans le but d'augmenter la production des produits autres que le cuivre, le cobalt, le pétrole, le diamant, le coltan, entre autres. Le lancement de la production du lithium d'ici 2026. L'accroissement de la productivité et de la compétitivité durable de l'industrie minière et des hydrocarbures en atteignant l'investissement important dans la recherche et le développement de 0,2% de PIB sectoriel d'ici 2025. Il est important de souligner que dans le secteur minier, il n'est pas normal que les richesses comme le lithium dorment pendant de multiples années parce que les responsables politiques sont en train de se disputer des commissions entre eux. Il faut que cela s'arrête, c'est pour ça que nous fixons un deadline pour que la production de lithium se fasse d'ici 2026. Pilier 3, transformation sociale. Le contenu, c'est la valorisation du capital humain et la promotion de la prospérité partagée. Les principaux défis. Notre candidat président de la République mise sur une série de transformations sociales qui visent l'égalité sociale réelle entre les citoyens de ce pays. Il s'agit entre autres d'assurer l'égalité non seulement des droits au travail, à l'éducation et à la formation, à la santé, au logement et au minimum vital, mais aussi dans la distribution des richesses et ressources du pays, noyau de la justice sociale. Cette égalité, c'est aussi et surtout l'égalité des opportunités pour que tout un chacun puisse réaliser son potentiel. L'objectif principal est d'assurer la fourniture et l'accès aux services sociaux de base à toutes les couches de la population congolaise, avec pour principe de base de ne laisser personne au monde pour une population heureuse, épanouie et productive. Nous avons 8 objectifs spécifiques qui seront poursuivis pour atteindre l'objectif principal. Objectif spécifique 1 dans ce pilier concerne l'éducation. Le système d'éducation doit être repensé pour lui permettre de préparer les apprenants à acquérir les compétences pour le marché du travail et la vie en accroissant l'accès, l'équité à tous les niveaux de l'éducation avec un accent particulier pour l'enseignement technique, professionnel et l'entrepreneuriat. Ici, il faut souligner que la réforme de l'éducation pour l'accès sur l'enseignement technique qui permet aux gens d'accéder directement au marché du travail sans aller à l'université, on en parle tout le temps, mais on ne le fait pas. Il faut qu'on le fasse. Dans ce pays, il est difficile aujourd'hui de trouver un soudeur ou un plombier convenable. Il est important que cet enseignement technique soit mis en place. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. L'amélioration de la qualité et de la pertinence de l'enseignement et le renforcement de la gouvernance du secteur. Le renforcement des capacités d'accueil du système par une augmentation soutenue des investissements publics et par la participation communautaire, construction et réhabilitation des écoles, équipements en banques et laboratoires. Il est clair que pour ceux qui sont candidats et qui circulent à travers le pays, aujourd'hui, on nous parle de la gratuité de l'enseignement, mais il n'existe pas pratiquement des infrastructures scolaires. Les enfants étudient à même le sol, les enfants n'ont pas de tableau et on fournit n'importe quelle qualité de l'enseignement. Objectif spécifique, oui.
pour le sport, promouvoir le sport dans sa diversité et son rôle multifonctionnel dans le développement de la personne tout au long du cycle de vie. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. L'intégration du sport dans les programmes scolaires des différents cycles de formation pour développer l'esprit d'équipe, la discipline, l'éthique, le dépassement et l'effort par la jeunesse. L'utilisation du sport comme ciment entre les communautés et plateforme de lutte contre les discriminations hommes-femmes et la promotion des personnes vivant avec handicap. La popularisation de la pratique du sport pour lutter contre l'obésité et autres maladies chroniques. L'allocation de ressources techniques et financières conséquentes au secteur sportif. Pilier 4. Transformation durable. Principaux défis. Face aux nombreuses menaces des changements climatiques, avec notamment l'augmentation alarmante des émissions de gaz à effet de serre, le monde est à la recherche constante d'une utilisation des ressources naturelles pour les générations actuelles qui ne compromettent pas leur utilisation par les générations futures. La RDC peine à se faire respecter et à jouer un rôle important sur la scène mondiale, alors que sa place devait être sans équivoque. La RDC possède tous les atouts pour œuvrer et s'affirmer comme nouvelle frontière d'Afrique, comme pays solution tant au niveau régional qu'international. L'objectif principal ici, c'est de promouvoir une économie verte en conciliant le développement économique et social avec la protection et l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles. 4 objectifs spécifiques concourent à atteindre l'objectif principal. Améliorer la gouvernance forestière et environnementale pour s'adapter au contexte global dominé par le changement climatique et les enjeux politiques, économiques et financiers qui en découlent. Je vous épargne les actions parce qu'il y en a beaucoup. Objectif spécifique 2. Utiliser le capital naturel de la RDC comme outil de développement socio-économique du pays et en particulier de lutte contre la pauvreté et de création d'emplois décents et de revenus. Objectif spécifique 3. Concrétiser les engagements pris par la RDC en matière d'environnement, de lutte contre le changement climatique et de conservation de la biodiversité au niveau international au bénéfice du développement socio-économique du pays. Objectif spécifique 4. Faire du respect de l'environnement une réelle opportunité d'améliorer la qualité de vie des populations locales et de participer à l'économie verte. Sur les 5 ans, un budget approximatif de 2,82 milliards sera alloué au secteur des transformations durables pour mettre en place des outils et politiques nécessaires permettant de promouvoir une économie verte en conciliant le développement économique et social avec la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles. Ce budget sera utilisé comme fonds catalytique pour débloquer les investissements privés et les fonds venant des partenaires au développement. Voilà, chers participants, présenté en quelques mots, je dirais, mais en temps quand même, la vision des orientations stratégiques, les objectifs et l'énumération de quelques actions à mener par le programme quinquennal 2024-2028 porté par notre candidat Moïse Kasaï. Nous allons maintenant en définir le cadrage macroéconomique et le cadre de financement. En ce qui concerne le cadre macroéconomique, nous avons défini dans quel contexte nous analysons, nous faisons nos budgets, quelles sont les hypothèses sur lesquelles nous sommes basés. Au cours des 5 prochaines années, Ensemble pour la République propose de poursuivre un objectif global 2024-2028 d'une forte croissance du produit intérieur brut réel autour de 12% par an,
en moyenne, essentiellement tirés par le secteur primaire, mine et agriculture, 42%, le secteur secondaire, infrastructure et énergie, 32%, et le secteur des services, télécommunications, commerce, transport, industrie culturelle et créative, 24%. Plus précisément, la croissance PIB réel est projetée à 10,5%, 11,8%, 12,6%, 13% et 14% respectivement en 2024, 2025, 2026, 2027 et 2028. En ce sens, l'économie congolaise passera d'un PIB nominal de 74,8 milliards courants en 2024 à 121,3 milliards courants en 2018. Le taux d'investissement global passerait de 17,6% du PIB en 2024 à 29% en 2028, avec une moyenne de 23,1% du PIB par an, conduit par des investissements publics importants de 2024 et 2025. Ces derniers jetteront les bases pour des investissements privés importants à partir de la 3e année de mise en œuvre du programme. Le taux d'inflation se situera à 6% en moyenne en glissement annuel pendant toute la période. Au cours de la même période, nous allons maintenir une croissance de la masse monétaire au sens large autour de 29% en moyenne annuelle, dont le crédit au secteur privé devrait être le multiplicateur important. En effet, le taux moyen de croissance du crédit au secteur privé devrait se situer autour de 25% pendant toute la période couverte par le programme. Enfin, nous projetons la réduction substantielle des importations, surtout des produits alimentaires, avec l'augmentation de la production intérieure consécutive à la transformation structurelle de l'économie congolaise, notamment dans le sous-secteur de l'agroalimentaire. Nous projetons une balance de paiement globale de 2,5% du PIB en moyenne au cours de la période. Ces projections de la croissance économique sont réalistes au vu des potentialités inexploitées dont regorge la RDC. D'autant plus qu'autour de nous, certains pays africains ont pu atteindre ces niveaux avec beaucoup moins de ressources, tant naturelles qu'humaines. Selon les projections du FMI de mars 2023, plusieurs pays africains devraient connaître une croissance de plus de 5,5% en moyenne en 2023-2024. Il s'agit notamment de la Libye, 12,9%, du Niger, 9,6%, du Sénégal, 9,4%, de la Côte d'Ivoire, 7,1%, alors que la croissance de la RDC était estimée à 8% au cours de la même période, donc fin 2023, mais actuellement elle a baissé à 6,8%. Ces projections sont basées sur des hypothèses. Vous comprendrez pour les scientifiques et les militaristes que ces hypothèses sont des éléments importants parce que lorsque ces hypothèses bougent trop, il sera difficile d'atteindre ces projections. Ces hypothèses sont les suivantes. On considère que la production minière devra croître de 12% en moyenne chaque année pendant la période. Les prix de nos principaux minéraux varieraient comme suit. Le prix du cuivre par tonne devrait varier en moyenne autour de 9 500 $ la tonne. Celui du cobalt autour de 55 000 $ la tonne. Celui du pétrole brut autour de 70 $ par baril. Le taux de change utilisé serait de 1 $ pour 2300 francs congolais sur l'ensemble de la prise. On considère également qu'il sera poursuivi la mise en œuvre du programme à moyen terme soutenu par le programme élargi FOI et la facilité de crédit. Voilà, brièvement résumé, les hypothèses sectorielles sur lesquelles repose sur la réalisation de l'objectif global du programme et de créer une... En conclusion, nous pouvons affirmer que loin des clichés qui sont généralement présentés dans les manchettes internationales, la RDC est véritablement un pays solution. Il a fait et continue à faire face à bon nombre de défis,
mais présente aussi et surtout des opportunités incommensurables qui, malheureusement, n'ont pas fait l'objet d'une exploitation qui doit par les régimes qui se sont succédés au règne du pays depuis son accession à la souveraineté internationale. Dans ces circonstances, afin de bâtir un pays plus beau qu'avant, propulser la RDC sur le chemin du développement durable à la mesure de ses potentialités et améliorer sensiblement les conditions de vie de ces populations qui ont droit au bonheur, avec Ensemble pour la République, sous le leadership du camp, avec la participation de toutes les intelligences congolaises et des partenariats forts au niveau régional et international. Afin de matérialiser cette ambition, nous proposons une rupture avec le passé à travers un agenda de la transformation de la RDC articulé autour de 4 programmes dont les grandes lignes ont été présentées dans cette exposition. Avec Moïse Katumbi, nous pouvons faire plus, faire mieux, faire plus vite et ensemble dans la quête de l'amélioration des conditions de vie. Avec ses moyens propres, il est en train d'intervenir dans les sociales de toute la communauté. Toute la communauté qui le suit est en train d'être rassurée que les discours qui se passent aujourd'hui, qu'on a présentés aujourd'hui comme programme, ce n'est pas un discours, ce n'est pas un discours de présentation des bonnes intentions, mais bien sûr un programme clair et réaliste. La présentation du projet programme du futur président de la République, Moïse Katumbi, un programme cohérent, chiffré, qui répond aux besoins de la population congolaise. C'est par là que la population congolaise soutient la vision du président Moïse Katumbi. Parce que ça
répond à leurs besoins. C'est pour cela que la population congolaise est derrière la candidature du futur président de la République, Moïse Katumbi. Alors, comment vous avez trouvé les programmes? Les programmes est cohérent, chiffré à 141 milliards pour 5 ans. C'est un programme qui répond à toutes les préoccupations de la population congolaise, qui est, premièrement, socialement stable par rapport à la sécurité. Les programmes répondent à toutes les questions sécuritaires du moment, et les programmes vont répondre aux besoins de la population dans les 5 prochaines années. Pensez-vous que c'est réalisable? C'est réalisable, parce que le président Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui prouve et qui réalise, contrairement au candidat de l'Union sacrée. La mission budget à Malam, la budget à l'éloquent, la budget à Formol, la budget à 16 milliards, mais quand il y a vie sociale à la population, tu dois sentir qu'il y a un côté. Mais dans la raison pour laquelle on s'est fait Makassi, la programme pour le président Katumbi a fait ce mission. Donc la vie sur le candidat, on quitte la base, la vie sur pour te expliquer les bien fondés, il y a un programme pour le président Moïse Katumbi a fait ça. Merci. Lilobaini a suko kolo ba pona ba militant ya parti na bino. Pour la militaire à parti la cadre de la parti, les alliés que tous la serein parce que élection que les alliés la cadre dans Sanza Oyo, campagne les jours dans le dimanche, tous la serein, tous se mobiliser dans toutes les provinces, c'est ça que toi mala pour tombo la combo ya candidat na biso Moïse Katumbi numéro 3 na période de la campagne de la jour de l'élection.